Voilà, alors avant de continuer, on va rester quand même un petit peu sur la famille avant de parler d'autres sujets, Bouli. Il y a donc cet aspect-là où, quand vous êtes rencontrés, vous avez déjà un enfant, enfin, elle avait déjà un enfant, et vous aussi vous avez un enfant. Vous avez formé votre famille. Vous en avez même parlé dans une vidéo où vous parliez des situations qui arrivent dans les familles récomposées. Alors, parlez-nous brièvement, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi la vidéo, on va leur mettre le lien. Mais comment ça se passe? Comment vous gérez ce cas-là? Comment vous, j'imagine avec son caractère, si Ethan fait une gaffe et que toi tu veux réagir comme papa. Ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé. Au début, c'était difficile. Au début, je vais pas mentir, je vais pas dire que non, elle était parfaite. Non. Et il y avait trop de dingueries. Tu vois, je devais un peu prendre mon autorité et recadrer les choses. Tu vois. Quand on s'est rencontrés, la première des choses était... Parce que moi, je suis le genre de personne, quand je rencontre une personne, je dis toute la vérité sur moi. J'avais tout étalé sur la table. Ma situation est telle. Parce qu'en ce moment-là, quand on s'est rencontrés, j'étais toujours chez ma baby mother. Okay. J'étais là, j'habitais pas chez elle pour qu'elle Mario. Non, j'étais là parce que je l'aidais avec l'enfant. Okay. Le petit était encore petit et j'étais là pour aider et tout. Et je lui avais dit, bon, maman, comme la situation ici, je sais que tu ne seras pas confortable, mais il faut être patient. Parce que je suis encore chez ma baby mother, je suis en train de l'aider pour que l'enfant puisse se stabiliser. Dès que l'enfant se stabilise, je me casse. Mais elle ne me croyait pas parce que son oncle disait toujours à cause de Rayo, elle a la moitié. Et elle me faisait, quand je dis mal à mais tu comprenais quand même sa position? Je comprenais. Okay. Mais comme je dis, moi, je suis quelqu'un de honnête. Quand je dis quelque chose. Mais là, on n'a pas besoin de honnêteté. Attends, mais. Dans n'importe quelle situation, dans ça, aucune femme serait à l'aise. C'est même pas une histoire d'honnêteté. Je comprends. Je dis, la zone de vérité. Quand je viens, je lui dis, tout ce que je te dis, si tu pars poser des questions aux gens, on va te dire la même chose. Et elle a pris toutes les informations que j'avais dit. Azawa. Elle est allée vérifier. Est-ce que tu avais trouvé autre chose? Ah, ok. Parce que j'étais là. J'ai tout. Parce que la belle question, là, aussi. Je dois encore me souvenir de ce que j'avais dit la dernière fois. Mais moi, j'ai tout étalé sur la table. Et l'oncle a essayé de me diaboliser. Ça n'avait pas marché. Après, quand on s'est vraiment mis ensemble, le problème était là. Il y avait d'abord un problème émotionnel. Moi, grandi à Kinshasa, j'ai quitté Kinshasa à l'âge de 16 ans. En grandissant d'abord, mon père ne me disait pas François j'étais. Même ma mère ne me disait pas François j'étais. Mais je savais que mes parents m'aimaient. Parce que leur langage d'amour, c'est le sacrifice que mes parents faisaient pour moi. Pour moi, je disais, maintenant pour elle, d'abord c'était oh, pourquoi tu dis jamais j'étais ma étale? Ma pression, pourquoi? D'abord, de nature, c'est pas ma nature de dire je t'aime. Je lui disais, mais tout ce que je suis en train de faire pour Ethan là, tu ne vois pas ça. Parce que pour moi, les actions comptent plus que les paroles. Voilà. Donc, pour elle, c'était non. On s'est chamaillé à cause de ça. Et deuxièmement, comme vous dites là, quand j'étais entré dans sa vie, je me souviens, Ethan, j'étais chez elle, Ethan s'est réveillé le matin. Ethan était dans sa chambre, Ethan avait 3 ans. 3 ans, grand garçon. Les mecs se réveillent, nous on dormait. Lui il se réveille, il commence à pleurer. Tu dis, mais pourquoi il pleure? Oh non, je dois aller chercher. Oh, ça a Nini. Il dit, yo, arrête de pleurer. Pourquoi tu pleures? Il a arrêté directement. Il disait, oh non, il ne faut pas. Non, c'était un garçon, il a 3 ans, il faut le traiter comme un homme. Ouais. Oh non. Là, c'était déjà le début. À chaque fois qu'Ethan faisait quelque chose, si j'essaie un peu de discipliner, voilà, oh non, laisse-lui. C'était très difficile pour moi. Je lui disais toujours, tu me dis d'être un père pour Ethan, mais en même temps, tu me laisses pas l'espace d'être un père. Et côté affection, côté relation avec Ethan, elle voulait que moi j'ai une relation avec Ethan de la manière dont elle. Voilà. Voyez ma relation avec Ethan. Et je répétais, je disais toujours, on est là. Tu vois? Ce que toi tu cherches, ce n'est pas ce que Ethan veut. Voilà. Laisse-moi construire ma relation avec Ethan. Et c'était comme ça. C'était dur pour elle. Hein. Voilà. Non, laisse-moi construire ma relation avec Ethan. Et petit à petit, on a commencé à établir notre relation. Les je t'aime là. Quelques temps après, c'est venu tranquillement. Elle ne m'a pas forcé, Gaïmoko. Et petit à petit, aujourd'hui, là, je dirais, ma relation avec Ethan, si on ne vous dit pas qu'on est une famille récomposée, vous ne saurez pas. Exactement. Beaucoup
de gens vivent ça, mais par contre, on est là. Comment tu vivais ça, toi? Parce que là, c'est dans Et ça. d'ailleurs, même quand il y avait un autre problème, quand j'ai posté Zach, mon fils, elle, je sais pas ce qui s'est passé. À chaque fois que j'ai posté Zach, quelques temps après, je dirais 30 minutes, même 2 heures après, j'aurais une forte réaction d'elle. Donc, elle avait cette jalousie. Je dirais pas jalousie, je sais pas comment est-ce qu'elle elle va décrire ça elle-même. Hein. Je me disais, mais pourquoi tu réagis comme ça? Et je savais. À chaque fois que je poste mon fils sur mon Instagram, quelques temps après, je savais qu'il y allait y avoir une réaction, il y aura un problème après. Et ça s'est répété. Je me suis dit, oh non, tu ne postes pas. J'ai dit, comment est-ce que tu peux poster, Ethan? Parce que moi et toi, nous ne sommes pas encore mariés. Et si on s'est séparés aujourd'hui, et que moi j'ai posté, les gens vont commencer à se poser la question, Ethan accueilli, wapi. Tu vois pas que c'est irresponsable pour moi de faire ce genre de choses. Et petit à petit, quand on s'est mariés, maintenant j'ai commencé à poster. Et je me souviens, Ethan est méchant. Parce que toute la pression que j'ai subie d'elle, le jour où je postais Ethan, je lui dis, mon Ethan. Ça c'est toutes les femmes vraiment. Je me suis dit, non mais même pour elle-même, le jour où je postais, on est là sur mon Instagram. Parce que mon Instagram c'est c'est privé. C'est quelque chose de privé. Toute la pression, il a tchaillé, et j'ai écrit, j'avais écrit quelque chose de bon. On communique à moi, elle l'auteur. Je dis, mission accomplie, elle a dit ce qu'elle j'ai dit, mais tu vois, mais quand même montrer quand même que l'appréciation, tout ce que je faisais, toute la pression que j'ai mis, maintenant tu as eu le résultat. Je me suis dit, la prochaine fois, viens encore avec ton tu vois, c'était un peu comme ça. Alors on est là. C'est pas facile, c'est clair. Il y a beaucoup de femmes en ce moment qui se disent, ok, ça c'est la version de Francos. Il a sa façon de voir les choses, mais en tant que femme, on est d'accord que c'est pas facile. Non, clairement pas. Ouais. C'était après ce qu'il dit, c'est pas complètement faux, mais c'est la perception de voir la chose et du vécu. Après, il a sa manière de voir les choses qui est aussi valide. Hein. Tu vois, chacun a droit à sa perception des choses. Mais ouais, effectivement, en tant que femme, de mon côté, c'était pas du tout perçu et vécu de cette manière-là. Certes, comme vous avez dit, on est venus tous les deux dans la relation avec notre enfant. Mais nos histoires, elles sont complètement différentes. En fait, moi, mon histoire avec Ethan, elle est very emotional. Oui. You know? J'étais... comment dire? Je l'avais pas... C'était pas facile, tu vois. J'ai pas... malgré que c'était que les 3 premières années, parce que comme il a dit, du coup, on s'est mis ensemble. Ethan, il venait juste d'avoir 3 ans. Quand on s'est mis ensemble, il avait 2 ans et demi, mais il a rencontré Ethan qu'à 3 ans. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de emotional... beaucoup de problèmes émotionnels de mon côté, énormément. Dû à ce que j'avais vécu, en fait. Avec la grossesse d'Ethan, avec mon partenaire d'avant. Oh, ok. Non, tu peux parler de... du franglish, hein. Il n'y a pas de souci. On va aller sur Google, traduire tout le temps lors du montage, il n'y a pas de souci. Voilà, à cause des traumatismes que j'avais eu de ma relation précédente. Early relationship. La relation voilà. Je me dis, qu'est-ce qui vient avant, là? Attends. Ouais, voilà. Donc, du coup, me mettre avec lui sans pour autant être guéri. En fait, le truc qu'on ne sait pas, c'est qu'on a beaucoup de blessures intérieures, mais on ne sait pas qu'on en a. Voilà. On ne sait pas, en fait, qu'on en a. Et c'est quand tu te mets dans une relation où tu vis une certaine chose que tu vois que ces problèmes-là commencent à sortir. Ouais. Mais tu ne sais pas forcément, en fait, le pourquoi du comment, ça vient d'où. Ouais. Et donc, du coup, cette personne, elle est victime de ce qui t'est arrivé avant sans pour autant être responsable de ça. Tu vois. Mais c'est vrai, et c'est vraiment une réalité, c'est qu'il était vraiment victime de mes blessures, mais vraiment victime. Si aujourd'hui j'en suis sorti, je continue d'en sortir, franchement c'est grâce à lui, avec lui, parce qu'il a supporté. Il a vraiment supporté, mais c'est sûr qu'avec Ethan, c'était pas facile du tout la manière dont je l'ai vécu, parce que j'étais, moi, comment j'ai grandi avec mes 2 parents. Jusqu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont ensemble. Ça fait 40 ans qu'ils sont mariés, mes parents. Je connais pas de step. Je sais pas ce que c'est la vie d'avoir une belle-mère, un beau-père ou des demi-sœurs. Je sais pas ce que c'est. J'ai toujours eu mes parents ensemble. L'image d'une famille traditionnelle. Exact. You know, c'est ce que j'avais. Et forcément, c'est ce que je veux reproduire. Exactement. Tu vois. Et voilà, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. J'ai eu Ethan. Malheureusement, les choses ne sont pas passées comme je l'aurais voulu. Voilà. Et c'était dur, en fait. Parce qu'à aucun moment, je m'étais dit que
c'est le genre de vie que j'allais avoir, en fait. Donc, j'arrivais même pas à accepter le fait que je sois mère, femme seule. J'arrivais même pas à accepter, en fait. Parce que c'était pas concevable, en fait, que je le sois. Tu vois? Pour moi, même, à la rigueur, quand j'ai eu Ethan, c'était tout de suite, faut que je me marie. C'est pas possible, en fait. Je peux pas, en fait, avoir cette vie-là. Je peux pas. Tu vois, comme j'ai dit, j'ai pas grandi dans ça. Je connais pas ça. Et j'ai grandi dans un milieu très chrétien. Voilà. Très structuré. Donc, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Tu vois, du monde extérieur, des réalités de la vie extérieure, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Mes parents, ils étaient extrêmement protecteurs. Extrêmement. Donc, le monde extérieur, vraiment, je le connaissais vraiment pas. Voilà. Tu vois, jusqu'à ce que je tombe enceinte. Ok. En gros, avant ça, vraiment, le monde extérieur, je connaissais vraiment pas. Et donc, voilà. Donc, j'avais beaucoup de problèmes émotionnels et tout ça. Et on se met ensemble. Et forcément, j'ai ce problème-là. Le géniteur, je l'appelle comme ça, de mon fils, c'est pas quelqu'un qui est présent ou qui a été présent depuis sa naissance. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc forcément, Ethan n'avait pas de figure paternelle ou masculine, à part ma famille, mon père, mes frères et sœurs et tout ça. Il en avait pas. Donc pour moi, déjà, c'était un réel problème. Comme j'ai dit, à aucun moment, j'imaginais, je pouvais concevoir vivre comme ça ou élever mon enfant seul. Genre, jamais de la vie, c'était pas possible. Faut accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà, c'est arrivé, le Seigneur il permet et il sait pourquoi. Et donc, forcément, quand on s'est mis ensemble, pour moi, tout de suite, c'était... comme il a dit, il était très, très, très honnête, très direct dans le début de notre relation. C'est que moi, je veux ça avec toi, nanana. Qu'est-ce que toi, tu veux? On a mis vraiment les choses au plat. Et j'ai dit, OK, on en a parlé. J'ai dit, qui est-ce que tu vas être pour Ethan? Tu veux être un père ou un beau-père? En aucun cas, il y a de la pression, mais tu dois connaître, tu dois savoir. C'est où tu es un père, ça veut dire que si tu es un père, ça veut dire que ce que je vais attendre de toi, c'est que tu le traites comme ton fils biologique. Exactement. Tu vois? Que si tu es un beau-père, exact. Voilà. Je peux comprendre qu'il y a certaines choses que tu ne vas pas forcément faire parce que tu es un beau-père. À partir du moment où tu prends la responsabilité, la charge comme un père, ouais, j'ai des attentes. Voilà. Tu vois? Je vais te traiter. Tu vois pas ce que je veux dire? Je vais te traiter comme son père. Tu vois, donc ce que je vais vraiment vouloir d'un père, tu dois le faire. À quel moment ça s'est réglé en fait? À quel moment c'est devenu mieux? Ça a mis du temps. Franchement, ça a mis du temps. Franchement, un bon 2-3 ans. 4 mois. Ouais. Non, franchement, ça a mis du temps. C'était pas facile. C'était pas facile. C'était vraiment très, 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 très difficile. Mais il y avait... comment dire, de son côté, en fait, je ressentais que, déjà, comme j'ai toujours dit, c'est une bonne personne. Il a toujours eu de bonnes intentions à mon égard et à l'égard d'Ethan, mais c'est juste qu'on n'a pas eu, tu vois, comme il a mentionné, même la manière dont il a été éduqué, même moi, on va dire ça, mais les familles typiques congolaises, le côté émotionnel, on ne connaît pas. C'était difficile, tu vois, et lui, il venait juste d'être père. Tu vois, quand on s'est mis ensemble, son fils, c'était un bébé. Voilà. Donc, même en soi, que être père tel quel, il ne le connaissait pas non plus, tu vois, donc c'était très difficile. Moi, c'est vrai que ça faisait déjà 3 ans, mais c'est toujours dans le nouveau. On est toujours dans le nouveau. En fait, tous les deux, on apprend toujours quoi qu'il arrive. Donc, c'était difficile de se positionner d'une bonne manière par rapport à ça. Donc, on a vraiment appris ensemble et ça a vraiment demandé de mon côté que je sois extrêmement patiente et compréhensive avec lui parce qu'il en avait besoin dans tous les cas. Moi aussi, j'étais extrêmement tolérant. Voilà. Il avait vraiment besoin de beaucoup de tolérance de son côté par rapport à moi. Je me dis c'était notre mec. Non, c'était difficile. Parce que j'en demandais beaucoup en fait. J'en demandais énormément. Exactement. Franchement, j'en demandais beaucoup du fait parce qu'il a dit que c'était un père. Forcément. Donc pour moi, à partir du moment où tu dis que c'est un père, voilà, mes attentes elles sont énormes. Exactement. Mes attentes elles sont énormes. Et puis comme il disait que voilà, quand il faisait certaines choses pour son fils, en fait, il a dit un mot, mais après, voilà, il a rectifié. Il a dit la jalousie, c'était pas de la jalousie. J'ai jamais été jalouse de sa relation avec son fils. J'étais envieuse. Je le dis parce que je l'ai dit plusieurs fois et c'est une vérité. Par rapport à ce que moi j'ai vécu, comment j'ai élevé Ethan quand j'étais toute seule, qui que ce soit qui avait un père présent dans la vie de leur enfant, j'étais envieuse de ça parce que pour moi, je ne pouvais pas ne pas avoir de père pour mon fils, tu vois, parce que je veux dire, c'est pas que je suis jalouse, mais c'est que je veux ça. Tu vois, pourquoi moi je l'ai pas en fait, tu vois, alors que j'ai franchement, Dieu sait que j'ai essayé, mais c'est quand les gens ils sont pas responsables et c'est pas des bonnes personnes, j'ai préféré faire en sorte que mon fils soit safe, en sécurité, d'où le pourquoi. Tu sais, je vais pas forcer avec le géniteur parce que voilà, que c'est pas une personne, voilà. Mais à côté. Voilà. Mais j'étais envieuse, j'étais pas jalouse, j'étais vraiment envieuse. Ma petite sœur, bref, tout le monde qui était autour de moi, qui avait des enfants, voilà, on est des jeunes mamans et tout ça, qui ont leur papa. À chaque fois, je disais des commentaires, babino, bozana, ba papa, navia, banana, bino. Des trucs comme ça. Genre, je mettais vraiment tu vois, c'était pas que lui, c'était vraiment
tout le monde. Voilà. Tout le monde, c'était vraiment pas que pour lui. Et lui, quand il a eu son fils, il est arrivé au moment où il avait perdu sa mère. Donc c'était vraiment son nouveau souffle de vie, tu vois. Réconfort. Et aujourd'hui, je le comprends. Tu vois, je peux pas comparer. Tu vois, j'ai mûri, on a grandi. Voilà. Je peux pas comparer. Et en même temps, c'est normal, tu sais, on a des enfants. Aujourd'hui, chaque enfant vient avec son histoire. Chaque enfant va venir avec quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on compare pas les enfants. Tu vois, il y a pas moyen, tu vois. Et quand son fils, il est arrivé, voilà, son fils, il représentait quelque chose. Et Ethan, aujourd'hui, je le dis fermement, représente aussi quelque chose pour François. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand son fils, il est arrivé, comment il montrait l'amour pour son fils, ça me piquait. Voilà. Ça me piquait. Alors on va évoluer. Je sens clair. que voilà, vous en parlez avec une forte émotion. En fait, moi, ce que j'aime dans votre histoire, c'est que vous avez vraiment passé, ça se voit que vous avez passé un moment difficile, mais vous l'avez surmonté ensemble et vous continuez main dans la main à tout faire pour arriver à dépasser cette étape-là, et c'est ce qui est très beau. Il faut. Ce qui est très beau Sinon, dans on n'y votre arrive histoire. pas. Mais on va continuer. Il y a quand même un autre moment encore fort que vous avez vécu, très difficile ensemble, et vous l'avez survécu. C'est la période où Francos, tu es tombé malade. Tu vas nous en parler un petit peu. Comment ça s'est passé? J'ai lu que c'était le cancer du fémur, c'est ça? Non, pas du fémur. Oui, c'est du fémur. Ouais, c'est ça. C'était ici, là. Exactement. Alors, comment... Pas le cancer du fémur, c'est le cancer du tissu mou. Ok. Donc, comment on appelle, muscle, le cancer de muscle. Des muscles, voilà. Et sarcoma. Sarcoma, en français, c'est sarcome. Ok. J'avais un sarcome là, ici, là. Ok. Entre mes parties Dans l'entrejambe. Ou l'entrejambe. Donc, c'était là. Ok. Et ça a commencé comment? La dernière fois que j'étais ici à Kinshasa, avant de voyager, il y avait mon intuition qui me disait, Franck, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et je me souviens, c'était vers décembre, on avait accueilli la famille, du côté d'Ornella, de mon côté, on a organisé une fête, c'était bien, on a beaucoup mangé et j'accumulais beaucoup du poids parce que c'était 6 mois après notre mariage. Ok. Et je me suis dit, non, je dois recommencer à faire du sport parce que moi, je suis quelqu'un de très sportif. Et j'ai pris la corde à sauter et j'ai fait une dizaine. Après, j'avais une douleur ici, là. Je me disais, c'est quoi cette douleur? Je me disais, peut-être c'est une infection. Tu vois, quand vous avez des infections dans l'entrejambe, ça grossit un peu, ça fait mal. Je me disais, c'est peut-être une infection, ça va aller. Je me dis, bon, je donne une semaine de voir un peu si ça va se dégager. Mais ça ne se dégageait pas. À chaque fois que je faisais toujours des exercices, j'avais toujours cette douleur qui continuait à s'aggraver. Je me disais, quelque chose. Et mon intuition était tellement forte. Mon intuition me disait, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en même temps, on devait venir à Kinshasa parce qu'on avait un business qu'on devait faire ici avec mon business partner. Et elle me disait, il faut que tu ailles à Kinshasa parce que tu as quelque chose. Je disais, non, je ne veux pas. Elle me disait, va, il faut que tu le fasses. Et je me suis dit, bon, je vais aller à Kinshasa. Et si ça continue comme ça, dès que je rentre, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe réellement. Je suis venu à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, mon intuition devenait de plus en plus forte. Ça me disait, il y a quelque chose de sérieux. Et vous imaginez, si je me souviens bien, il y avait même une voix qui m'a dit dans ma tête, Francos, parce que ma mère était morte en 2016. Et depuis qu'elle est morte, je suis allé la visiter qu'une seule fois. Et cette fois, me disait, Francos, il faut que tu ailles regarder le tombe de ta mère parce que ça peut être la dernière fois que tu vois le tombe de ta mère. Et cette voix-là, la voix c'était tellement forte dans ma tête, je me disais, mais c'est quoi ça? Et pendant mes séjours à Kinshasa, la tumeur a commencé à grossir. Mais en ce moment-là, je ne savais pas que c'était une tumeur. Je me disais, bon, c'est une infection. Et j'ai commencé à avoir beaucoup de fatigue. Elle, à Londres, elle m'appelait. Quand elle m'appelle, je dors déjà. Elle pensait que dans un acquis, j'étais en train de faire des bousons. Elle s'est fâchée. Je me dis, mais maman, j'étais fatigué, je ne me sens pas bien. Elle ne comprenait pas. Et quelques jours avant mon rentrée à Londres, j'ai dit, bon, prends un rendez-vous pour moi. Elle prend un rendez-vous pour moi. Dès que j'arrive à Londres, je monte d'abord parce qu'elle était en train d'organiser mon bureau dans notre maison parce que au 3e étage, il y a un room là. Elle avait bien organisé le bureau. J'entre, c'était beau. J'entre, mais la voix elle est revenue. Boum! C'est ici que tu vas. Tu t'imagines? Et mon intuition était là. Je me dis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans mon corps? Pas au rendez-vous. Le docteur me touche. Il dit, mais il y a quelque
quelque chose, si ça continue à grossir, et il me pose des questions, je lui donne tous les symptômes. Il me dit, bon, à toucher comme ça, je pense pas que c'est quelque chose de sérieux, je pense que c'est peut-être, comment on l'appelle, lipome. Les lipomes, c'est les tumeurs, mais c'est pas des tumeurs cancéreuses, c'est des tumeurs composées de, comment on appelle, des graisses. Voilà. Tu vois, des tumeurs composées de graisses, donc fat. Il me dit ça, je dis ok. Il me dit, mais pour être vraiment certain, on doit recommander, on va te faire l'ultrasound. L'ultrasound, c'est en français, c'est quoi? Radio. Radio. Quand on te met de l'huile là, Une écho. Échographie. Ouais. On va te faire l'échographie. Je dis ok, no problème. On m'envoie là. Le rendez-vous d'abord, ça a pris 1 mois. Parce que là-bas, le système de rendez-vous. Parce que comme c'était pas urgent pour lui, on m'a donné un rendez-vous. Non, c'est bon. 1 mois. Le rendez-vous vient, j'entre dans la salle en question. La dame prend la machine de l'échographie, elle met sur ma jambe, elle fait ses mains comme ça, elle me dit ça c'est pas une lipome. Rentre directement chez ton docteur et recommande lui, parce que là-bas, quand il y a quelque chose de si suspecte que c'est du cancer, ils vont te mettre dans un programme là de 2 semaines. Et dans ce programme là, on va faire tous les tests pour vraiment être sûr que c'est pas le cancer. Il me dit, rentre et ton docteur doit te mettre dans ce programme-là. C'est urgent. Elle fait la note, je sors. Dès que je sors, je l'appelle directement. Et je pense qu'elle venait du travail. Je sais pas, tu venais du travail, non? Elle venait du travail. Quand je la vois comme ça, je commence à pleurer. Je ne savais pas c'était quoi, non? Je commence à pleurer. J'ai pleuré, elle m'a calmé, elle m'a dit, ne pleure pas, ça va bien se passer, c'est rien. Parce qu'elle continue toujours à me dire, c'est rien. Mais mon intuition me disait, non, il y a quelque chose de ça. Tu vois le docteur finalement? Je vois le docteur me met dans ce programme de 2 semaines, et maintenant on fait le MRI, je sais pas en français, IRM. Yeah. Le docteur recommande ça, et dès qu'on fait ça, on m'appelle, et c'était 3 semaines ou 1 mois après. On m'appelle, maintenant je pars voir le docteur, je demande au docteur, qu'est-ce que c'est pas le docteur, il me dit, bon, on a vu qu'il y a une tumeur, et la tumeur là est de 10 cm. 10 cm. Mais elle me dit ceci, nous ne pensons pas que c'est cancereux. C'est comme si c'est des tumeurs qui sortent de tes nerfs, tu vois. Il y a des tumeurs, j'avais oublié le nom qu'elle avait utilisé, mais c'est des tumeurs qui sortent de tes nerfs et ça grossit comme ça. Elle me dit, elle pense que c'est ça. Mais elle me dit, pour être sûr, on doit te faire, how do you call the one the stab you and the, comment on appelle ça? How do you call it again? J'ai oublié. Là, on te met l'aiguille, après on ressort un peu le. Ok. Bon, je sais pas, on va checker sur. Genre, on va extraire quelque chose. On extrait la graisse. Ok. Pas même la graisse. On poignarde un peu la jambe là où s'est trouvé le tumeur. Après, on prend les tissus là, on va les examiner dans le laboratoire. Donc, on a pris une partie du muscle qui gonflait. Gonflé, il gonflait, donc le muscle là qui gonflait, on prend ça et on est allé au laboratoire pour faire l'examination, et la dame me dira que on va t'appeler dans, on avait dit combien de jours? On avait dit 2 semaines. On dit on va te rappeler dans 2 semaines pour te dire si c'est le résultat. On rentre. Mais moi, mon intuition était toujours là, constamment en train de me dire qu'il y a quelque chose de sérieux. 2 jours après, pas 2 semaines, mais 2 jours après, le téléphone sonne. La dame au téléphone. Ah, hello, c'est Mr. Frank. Et j'étais là, oui, c'est moi. Et elle me dit, tu dois venir à l'hôpital. Je dis, pourquoi? Mais comme je m'attendais déjà au pire, elle me dit, non, tu dois venir. Je dis, non, dis-moi seulement, qu'est-ce que vous avez trouvé? Elle me dit, non, tu dois venir. Je dis, dis-moi, est-ce que vous avez trouvé quelque chose de pas bon ou qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, on a trouvé quelque chose, on va t'expliquer quand tu vas venir. Et là, je savais déjà que c'est moi. Et ce qui est drôle, c'est pendant ce temps-là, j'essayais de faire mes driving tests. Comment dire? Permis de conduire. Et je faisais le test de théorie là. J'ai échoué. À chaque moment que j'ai échoué, le jour où on m'a annoncé que j'avais quelque chose dans ma jambe, j'ai réussi. J'ai dit, mais
c'était le jour où j'étais le plus stressé. J'avais même pas préparé, mais j'ai réussi les tests en question. Je me disais, même le drive, ça va servir à quoi? Si c'est la maladie là, ça va servir à quoi? On part à l'hôpital, on entre, j'étais avec elle, et la dame me dit, oui, on a trouvé un cancer dans ta jambe. Les cancers, c'est les cancers des tissus mous. Ça s'appelle sarcome. Et ton cancer à toi, c'est high grade. Donc high grade, c'est agressif. Ouais. Et elle me dit directement, elle me dit, maintenant on doit faire des examens supplémentaires pour voir si la maladie s'est propagée. Si la maladie n'est pas encore propagée, on va te faire la radiothérapie pendant 5 semaines. Mais si c'est propagé, on va te faire des tas de traitements. Et nous, on était là, on disait, que ça ne soit pas propagé pour qu'on ne puisse pas me faire tous ces traitements durs-là. On est ressorti de là, je pleurais parce que je me disais dans ma tête, si la maladie est propagée, c'est fini pour moi. Je me disais, c'est fini, c'est mort. On rentre à la maison, on devait maintenant annoncer à Ethan que papa c'était, je pense que c'était, pour moi j'ai dit que c'était les jours les plus durs. Il a quel âge à ce moment-là? Ethan avait, en 2022, 2 ans de moins, 8 ans. Okay. C'était les jours les plus durs. On arrive au salon, je me mets à pleurer et c'est elle qui devait dire que bon, on est allé à l'hôpital, papa va suivre des traitements. Ethan a commencé à pleurer. Il a compris. Il a commencé à pleurer. Ouais, mon Dieu, ne prends pas mon papa. Bon, j'ai commencé à pleurer. Je te dis, même quand je parle là, il y a de l'émotion. C'est tellement difficile. Et c'était comme ça. On rentre, je pense que c'était 2 semaines après, maintenant pour récupérer les résultats des examens supplémentaires qu'ils avaient fait. Elle me dépose et moi j'entre, j'étais allé à la réception. J'arrive à la réception. Tous les patients qui étaient là, Mikolo, des vieillards. Et la première question que j'ai dit, Dieu, pourquoi je suis ici? Et après, je me suis encore posé la question, je me dis, pourquoi? Quelques temps après, l'infirmière là est venue pour me dire que non, vraiment, I got good news. Je dis, mais c'est quoi le good news? Elle me dit, on a rien trouvé. La maladie n'est pas propagée, mais il y a quand même des taches dans ta foie là. On a trouvé des taches, mais on va faire des examens pour voir un peu si c'est quoi. Je me dis, wow, si ça arrive là, c'est encore compliqué. Après, quand j'entre maintenant, je me trouve face à face avec l'oncologiste. L'oncologiste me dit qu'on n'a rien trouvé. On pense que même les taches là dans ta foie, c'est kyste. C'est kyste, hein? Oui, kyste. Ouais. J'ai commencé à remercier le Seigneur. Je quitte et quand j'entre dans la voiture, il y avait cette chanson-là. Ah bah, papa, limon. J'entre, je baisse ma tête. Je pleurais dans niveau. Je me rappelle de ce jour-là, je me dis, là, parce que ces rendez-vous-là, c'est comme si c'était déterminant pour moi. Très crucial, en fait. Donc, c'était un rendez-vous qui déterminait ma vie. Voilà. C'était vraiment des pleurs de soulagement, exactement. Des témoignages, de remerciements. Et conduisant, on est rentré à la maison, on est arrivé, j'ai appelé tout le monde. C'était quand même une bonne nouvelle. Après ça, on nous annonce maintenant que il y aura tel traitement de séance. Et c'est en ce moment-là qu'on a annoncé que la maladie n'était pas propagée, qu'on a commencé à avoir des problèmes. Quand je vous dis, le diable est fort. Dieu est plus fort, mais le diable est... il n'est pas sous-estimé. On s'est compliqué la vie, moi et elle, parce que pour elle, comme la maladie n'était pas propagée, on doit continuer à vivre. Donc, Francos, là, tu n'es pas malade, c'est là qu'il y a un traitement. Et moi, j'étais en mode survie. Je dois survivre parce que j'ai ma femme, j'ai mes enfants et je dois prendre soin d'eux. Je dois survivre. Elle ne comprenait pas, moi je ne la comprenais pas. Et on a commencé à clasher émotionnellement. Du coup, elle se fâchait pourquoi tu ne travaillais plus, tu n'arrivais plus à sortir et elle voulait que tu sortes. Elle voulait que je... Parce qu'elle, c'est quelqu'un de... il vivait plus. Je vivais plus. Le terme correct, c'est il ne vivait. Voilà. Il dormait, pas il. On dormait cancer, on mangeait cancer, tout était cancer. Exactement. Tout était cancer. On pouvait parler de rien d'autre sauf ça.
on vivait. Donc, Voilà. tes Non, je idées étaient comprends. bloquées Bloquées sur sur ça. la C'était maladie. bloqué. Parce que finir. moi, quand je fais en face de quelque chose, j'aime aller en profondeur. Et Ouais. pour moi, j'ai compris qu'avec le conseil, c'était pas. Parce que moi, quand je suis en face de quelque chose, je vais aller chercher des livres. Il a je vais choisi. aller Voilà. chercher. Aller sur Donc, Internet, nous, le papa aller dit, tous les forums. on vivait plus. Aller On vivait dans des sites médicaux, essayer Ouais. de comprendre. J'avais même changé ma nourriture parce que j'avais vraiment fondu. J'étais quelqu'un de très musclé. Quand la maladie est venue, j'ai dit, j'ai pu manger de la viande, katimisu. J'ai pu manger le riz, longolibari, le pain. J'ai commencé à manger que des Vegan. légumes vegan. Est-ce que tu pensais à elle? Est-ce que tu te disais, par moment, Je pensais à elle parce qu'elle le sait. C'est pour ça qu'on ne se comprenait pas. Parce que moi, mon souhait quand j'étais malade, c'était de toujours être capable de prendre soin Soin. d'elle et des enfants Voilà. financièrement. Donc, le loyer doit être payé. Malgré la maladie, j'étais là, je me disais non, je dois payer le loyer, ils doivent manger. Je me suis organisé de manière que tout ça Soit fait. soit là, soit Ok. fait. Et elle ne comprenait pas. Tu vois, ça c'était mon souci de bon, soit tu dois survivre ta famille. Il y a eu même un moment où je pleurais là, elle est venue, elle m'a trouvé en train de pleurer dans la chambre. Elle dit pourquoi tu me dis j'ai peur parce que si la maladie overtake, comment dire overtake? T'emportes. Non, pas m'emporte, mais ça prend Ça prend le dessus dessus sur moi. sur toi. J'ai peur que je ne saurais pas prendre soin de toi et les enfants. Elle me dit non, ça ira. Pourquoi tu pleures? Calme-toi, tout ira bien. Et en même temps aussi, c'était pas facile parce que elle, quand elle revenait du travail, ce qu'elle faisait, elle allait dans le car park, elle parquait la voiture. Après, elle pleurait dans la voiture pendant presque 1 heure de temps avant d'entrer à la maison. Et quand elle rentre, elle traitait comme si elle était forte. Voilà, donc Tu elle vois? voulait pas te montrer aussi son côté Exactement. faible. Et Ok. c'était ça. Voilà. Je la comprenais pas parce que je me disais, elle doit me comprendre. Voilà. C'est ma femme. Quand on dit pour le meilleur et pour le pire, donc, elle doit être là, elle doit me soutenir. Mais c'était devenu comme un combat pour moi. Je me disais, pourquoi elle ne me comprend pas? Ce n'est qu'après que j'ai compris, quand j'ai commencé à avoir des séances de thérapie, je me suis dit, mais elle souffrait aussi. C'était pas que moi qui souffrais. On souffrait, nous deux. Voilà. de la Elle a, maladie. c'était sa façon à elle peut-être de Exactement. de montrer son soutien, son amour. Hein. Et elle cherchait comment te garder. Ouais, parce qu'elle voulait que je sorte, elle voulait qu'on fasse des Voilà, activités. voilà. Elle avait fait beaucoup d'efforts parce que je me souviens, même pendant la maladie, on a fait beaucoup de choses ensemble. On continuait toujours à créer aussi des contenus. Voilà. Les gens ne savaient pas qu'on traversait. C'est vraiment très difficile. Oui, on Et- continuait à créer des ça fait contenus. combien de temps, toute cette période de maladie, jusqu'à ce qu'il en 2 sorte? ans. 2 ans. 2 ans. 2 ans. Ces 2 dernières années, 2 ans. ça se voit pas. Parce que Pas il y a- du tout. Bah, parce qu'il y avait l'étape pré-opération. Ok. Donc, à partir du diagnostic jusqu'à l'opération, il y avait cette étape. Et après l'étape après-opération. Après-opération, c'était encore pire parce que j'étais immobile et je souffrais énormément. C'était qu'il y a de la souffrance parce que je devais réapprendre à marcher. Comment la Parce maison que- fait pour tenir en ce moment? Ouh! Moi, je dis toujours, on est là. Si ce n'était pas pour sa maman, je pense pas qu'on serait ensemble. Parce que sa maman débarquait tout le temps. Elle préparait, elle prenait soin de moi. Malgré qu'elle faisait aussi des efforts, mais c'était la présence de sa maman qui était vraiment... Parce que parfois, elle était dépassée. Tu vois, elle était Voilà, dépassée par les choses. 6 c'est mois après ton mariage. ça. C'est allé trop vite. 6 mois après. Elle n'a pas vécu sa lune de miel, quoi. Voilà. Tu vois, on se marie, on prend une nouvelle maison, on commence à mettre des meubles dans la maison et tout pour se stabiliser. Boum, on t'annonce ton mariage a un cancer. Voilà. En ce moment, tu penses à quoi pendant qu'il est en train de te parler? Je sens que t'es parti. Je pense qu'il faut qu'il me doit une lune de miel. Pendant qu'elle parlait, Il me doit soit une lune de on est miel. là en train de revivre la situation. En fait, ouais. C'est ça en fait En que fait, t'es en c'est train ça. de vivre. Pendant qu'il en parle, je suis grave en train de revivre. Mhm. Et je suis pleine d'émotions là. En fait, à chaque fois qu'on en parle, je le revis en fait. Voilà. Je suis juste en train de revivre. Quand il en parle, je le revis. Alors rapidement, on est en train de chuter déjà. Hein. Donc vous avez quand même survécu. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es guéri complètement et que Je suis guéri, hein. Voilà. Comme à Biggie Singai. Voilà. Malgré que les docteurs disent que non, cette maladie, ça peut aussi revenir. Ok. Mais On moi, est guéri je au nom de crois que je suis Jésus. guéri au nom de Jésus. Amen. Parce que je l'avais dit, je me souviens quand j'ai traversé cette vallée de souffrance, j'ai dit à Dieu, si tu me guéris, moi je vais témoigner de ta grandeur. Et quand j'étais guéri, j'ai fait un témoignage sur YouTube pour en
parler. Et à travers ce témoignage, j'ai eu beaucoup d'autres témoignages. Ça a vraiment fait ce que moi je vais promettre. Voilà, alors je suis guéri. On va envoyer les gens d'aller regarder aussi cette vidéo où vous parlez de tout ça et de comment vous avez traversé tout ça. Oui, exactement. En tout cas, merci de partager ça avec nous. Alors, avant de parler des projets, de pourquoi vous êtes venu à Kin, Bouli, on n'a pas parlé de son expérience de la maladie. Mais est-ce que tu as le but au là? Alors, comment elle a vécu? Parce que, comme elle avait dit, la maladie, c'était là. Mais nous deux, il y avait différentes expériences. Exact. Tu vois? Donc, alors, rapidement, vraiment, rapidement, donne-nous ta version des faits. Bon, clairement, en fait, la maladie, le cancer, c'est lui qui le portait dans son corps. Mais on l'a tous les trois vécu. Quand je dis tous les trois, c'est lui, Ethan et moi. Ouais. Parce que dans cette maison, il n'y avait que nous trois. Et avec nous trois, mis à part le fait qu'il a mentionné maman, qui est venue après. Donc ça, c'était après l'opération. Mais avant ça, c'était nous trois. Et donc, c'est pour ça que quand il parle du cancer, genre j'étais malade, c'est on. Pour moi, c'est on. Moi, j'ai vécu le cancer de la même manière que lui, sauf que la maladie n'était pas dans mon corps. Tu vois, c'est juste ça. Mais comme j'ai dit, on vivait cancer, on buvait cancer. Tout autour de cette maison, c'était triste. Je suis une personne, je suis très joyeuse. Voilà, je suis très faux-folle, comme on me connaît, j'ai la joie de vivre. Et il était devenu tellement gris qu'il me prenait ma joie de vivre, en fait. Même ce côté joie de vivre que j'avais, que je pensais normalement que je lui emmenais, j'arrivais même plus à emmener ça tellement il était devenu négatif, tellement il était devenu... C'était tout noir, c'était tout gris. Et limite, maintenant, c'était devenu un moment. Bien sûr, c'était pas comme ça dès le début, mais il y a eu des étapes. À un moment, c'est vraiment devenu en mode survie pour chacun d'entre nous. Okay. C'est-à-dire que toi, tu essaies de survivre à la maladie qui est en toi, mais moi, j'essaie de survivre au fait que je dois rester moi. Parce que si je te suis, moi aussi, je vais mourir, en fait. Parce que j'avais l'impression qu'il mourait, en fait. Pas qu'il mourait physiquement à cause de la maladie, mais émotionnellement, enfin, son être, enfin, lui, la personne qu'il était, c'était juste pas lui, en fait. Ça devenait sombre. Ouais, c'était beaucoup trop sombre. Et trop négatif. Trop, voilà. Mais genre, c'était incroyable, c'était horrible. Et pour te défouler, donc, c'est ces moments où tu te cachais dans la voiture. Ouais, j'étais obligée, en fait. Pour évacuer tout ce stress. J'avais trop de frustration, j'avais trop peur. Les moments où il pleurait, du coup, j'étais la seule personne à qui il allait pleurer comme ça. Comme voilà, j'étais son épaule, il avait peur de mourir. Et ce que j'ai trouvé le plus dur, c'était de rassurer une personne qui a peur alors que toi-même t'as peur. Lui dire que non, ça va aller. Je sais même pas si ça va aller, en fait. Est-ce que vous avez vu un psy Après. Pas pendant. Après. Malheureusement, on aurait dû. Mais ouais, après. Et c'était extrêmement dur, en fait, de le rassurer. De ça parce que j'avais peur en fait parce qu'elle est habituée à moi être j'étais l'homme fort de la maison. Exactement. Émotionnellement parlant, je connais pas François faible. Émotionnellement parlant, je l'ai jamais vu aussi bas que ça. J'étais pas vulnérable, j'étais pas habituée à ça. Je suis la personne qui pleure, je suis la personne voilà. C'est comme j'ai toujours rappelé my rock. Yes. Émotionnellement parlant, that's my rock. Je sais que je tombe, je peux faire toutes mes crises, he's got me. Il est là, he's got me. Mais à aucun moment, j'étais prête pour que ça change, en fait. Pas maintenant, là. C'était pas, ça pouvait pas arriver maintenant. J'étais pas en condition, en fait. Et c'était trop difficile, comme il a dit. On venait juste de faire notre mariage civil. On venait d'avoir notre nouvelle maison, dans une nouvelle vie. C'était trop une nouvelle vie. J'étais trop bien. Et là, ça arrive tout d'un coup comme ça. Je me dis, en fait, comment je vais faire ça, moi? C'est juste pas possible à ce moment-là de gérer tout ça, là. C'était extrêmement dur. Donc, j'ai géré du mieux que je pouvais. Comme on dit toujours, c'est quand il y a quelque chose de nouveau, tu sais pas comment tu vas être jusqu'au moment où ça arrive. Voilà. Tu vois. Et je l'ai géré du mieux que je pouvais à ce moment précis. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, si je pouvais changer des choses, c'est sûr que je changerais. Mais comme j'ai dit, c'était la première fois. J'ai jamais vécu le cancer. J'ai jamais été avec une personne qui est malade à ce point-là. Je me suis jamais occupée. J'ai jamais été responsable. Tu vois, c'est ma première fois. Voilà. C'était ma première fois, donc c'était difficile. Pour lui, pour moi, pour nous, même en famille, c'était très difficile pour Ethan aussi. Il était plus présent. C'était plus la personne qu'on avait l'habitude d'avoir. Il n'était plus présent. C'est comme si il faisait plus partie de notre famille. Il faisait plus partie de nous. C'était vraiment lui pour lui et moi et Ethan pour nous. Tu vois. Et moi, je me souviens même. Je l'ai regardé comme ça un jour. Parce que je voyais qu'elle souffrait. Maman, je pense que je vais te libérer. Rentre chez tes parents. Parce que je peux pas continuer à être avec toi et te voir souffrir comme ça. Parce que 6 mois après, te mettre dans telle souffrance, pour moi, c'est pas évident. Ouais. Donc, je veux que tu puisses
être libre et rentrer chez tes parents. Il m'a dit non, je vais rester. Malgré que ça soit un brillant à main, mais c'est la peine, non, les embrouilles, c'est la peine, c'est ne pas se comprendre dans ce genre d'émotions. En fait, on avait des émotions complètement différentes. On vivait la même chose, mais pas au même rythme et pas avec les mêmes émotions. Voilà. Donc, étant donné que c'était tellement difficile, et je lui en veux pas jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il m'en veut pas non plus parce que c'est normal en fait. Tu vois, chacun va vivre les choses. C'est nouveau, on sait pas. À sa manière. Voilà, on sait pas. Et c'est pour cela que j'ai dit toujours aux gens qui se marient, j'ai dit, quand vous êtes en train de prononcer les paroles là devant le prêtre pour les meilleurs et pour les pires, vous ne savez pas quand est-ce que les pires là va arriver. Exact. Notre pire c'était 6 mois. Voilà. Boum. Et ce qui est bien, c'est que moi je dis c'est la fin qui justifie les moyens. Exactement. Vous avez traversé à votre manière cette étape et aujourd'hui il est guéri et vous êtes toujours là et vous le racontez. Amen. Par la grâce de Dieu. Et on vous souhaite que ça soit vraiment la pire des expériences. Ils ont insulté. Et l'on a mot, ils ont insulté. Ils ont insulté. Voilà, ils ont insulté. On va faire avec vous un test d'immaturité. Ok. Entre vous deux, on voit vos vidéos chaque fois, donc on sait que vous êtes capable d'être bien fou et bien folle. Et vous allez nous répondre. Je vais commencer avec Francos. Elle te demande ce que tu veux manger. Ok? Est-ce que, tu envoies ce que tu veux vraiment manger, tu le réponds normalement, ou tu l'embêtes en l'envoyant une photo d'un éléphant bien fait avec ail, tomates, oignons. Voilà. Tu veux ça. Pour l'embêter. La plupart du temps, je sais pas ce que je vais manger. Donc, je vais envoyer l'éléphant. Après, ça, c'est vraiment la question compliquée de tous les hommes. Je ne sais pas. Aucun homme ne sait ce qu'il va manger. Je ne sais pas ce que je vais manger. Je vais l'amener le lamba. C'est toujours comme ça. Chérie, tu veux quoi? Il me dit toujours, oui, mais le relais. Classe immature, c'est clair. Voilà. Question pour Ornella. En dormant, il ronfle. 1. Tu filmes pour le lui montrer le matin. 2. Tu le fais un petit bisou et tu le couvres pour dire reste. Non, jamais de la vie, je le filme. Elle a beaucoup de vidéos. J'ai trop de vidéos en train de ronfler. Carrément. Et un jour, c'est avec vous allez trouver ça sur les réseaux. Il y a même là où je prononce le mot. Mais comment tu dis? Il y a une vidéo que je disais. Immaturité. Et là, ça, dans la vidéo, elle disait que je sont en tien à raison. Très immature. Tu vas voir. Beaucoup de gens vont se reconnaître. Autre question. Pour son anniversaire, ok? Tu as envie de lui offrir une Range Rover. Tu as vraiment acheté une Range Rover pour elle, ok? Bien, nickel, dernier cri. Est-ce que tu lui offres directement, genre, voilà, machin, tu prends, ou tu fais un gros carton, tu mets un petit jouet Range Rover, et tu commences par ça. Genre, elle ouvre, elle voit le petit jouet, et puis après, tu passes à l'étape où tu l'offres vraiment les clés. Moi, je pense que tellement que je suis un peu, comme elle dit, sérieux. Tu vois, clé. Quel était Aliban Et c'est là qu'elle va réagir. Ok. Comme ça. Ok. Il te trouve au lit. Il te pose la question. Il te voit bien en train de dormir. Il te demande, est-ce que tu dors? Typique. Tu lui réponds bien. Ou tu lui sors une réplique internationale. Réplique internationale. Bombe nucléaire. Insolente. Là, clairement, oui. Insolente. Franchement, oui. Exemple. Obligé. Non, je vais dire non, je suis en train de faire à manger. Carrément. Non, franchement, je pense que les meilleurs couples, c'est ceux qui sont dans les immatures. Hein, franchement, les matures, je sais pas comment ils font. Le pire, c'est que c'est carrément le genre de réplique que je lui donnerais. Mais le pire que je lui donne, c'est, je sais pas si vous connaissez les blagues de ta mère. Vous connaissez pas? Moi, je vais faire ça avec son père. Je vais dire non, je suis en train de parler à ton père. Et comment tu fais? Au début, quand elle disait yo, non, mais question bête, réponse bête. À un moment donné. Ton père, on sera là. Yo. Dernière question. Elle ne retrouve pas les clés de la maison. Okay, elle sait pas où elle les a mises. Est-ce que tu l'aides à chercher ou tu te tapes ta bière ou ta boisson à côté en mode cherche, tu vas trouver?
Ça dépend si c'est urgent. Si c'est pas urgent, pourquoi tu me déranges? Donc, si tu avais la clé, va chercher. Mais si c'est urgent, on doit aller quelque part. Là, il faut chercher parce que nous tous, ça va nous affecter. Ça va nous affecter. Mais sur les armes, moi, je te fais faire, tu viens, la clé. T'avais la clé ou t'avais mis. Enfin, regarde où t'avais mis ça. Si tu trouves pas, problème là. En fait, ça me console un peu ces réponses parce que c'est un peu des réponses que je donne. Du coup, je dirais, tu vois, on peut pas répondre à bon. Tu te sens moins seul. Logique. Je me sens moins seul. Logique. Nous, les hommes, nous sommes logiques. Voilà. Alors, entre vous deux, qui est le plus romantique? Qui est plus dans le love? C'est toi. Ah, mais en fait, ça dépend. Non. Parce que sa définition du romantisme. C'est-à-dire qu'il offre des cadeaux, Pas du tout. il t'ouvre la portière. Il est dans l'attention. Il est là, Tu vois, c'est juste définir romantisme. Attends, on est là, tu parles. C'est un Valentin qui vient de passer là. Toi, tu m'as offert un cadeau? Et comment t'as un mytho? Dans toutes les questions, tu m'as offert un cadeau? Non. Moi, je t'ai offert un cadeau. Voilà. Je pense qu'il y a plein d'hommes qui vont commenter. Voilà. Ouais, nous tous, on n'a pas reçu de cadeau. On n'a pas reçu de cadeau. Toi, t'es romantique, toi? Je suis romantique. Toi et moi. Attends. Toi et moi, qui fait beaucoup de câlins. Attends, qui est plus attentionné? Toi, tu n'es même pas comme ça. Tu es définir romantisme. Elle t'a checké le jour du. Quand tu viens là-dessus. Oui, parce que je suis pas tactile. C'est vrai qu'on voit ça plein dans vos vidéos. Je suis pas tactile. Romantisme, définir romantisme. On a posé la question de savoir entre moi et toi qui est plus romantique. Plus de cadeaux? Qui est plus romantique? Le dernier cadeau que tu l'as offert, c'était quand? Loba. Oh, calcul. Merci, on est là, merci beaucoup. Voilà. Bouli, rapidement, on va chuter. Alors, je prends la dernière avec Ornella. Dernière question. Dans un concert de Fally Ipupa, il vous fait une surprise. Okay? Il sort un libanga direct sur vous et tout ça. Est-ce que tu fais la folle, tu cries dans tous les sens, machin? Ou tu fais la star en mode ah, merci, c'est gentil. Tu lèves ton verre. Je suis mitigée parce qu'en temps normal, je serais la folle. Merci. C'est Ornella de Teams Family. Ouais, mais moi, charisme, un peu de elle va crier. Voilà. Non, en temps normal, ma réaction naturelle de base. Ouais, franchement, je crie. Ma réaction de base, je crie. On va cocher vers couple immature. Voilà. Certifié immature. Alors, rapidement, donc on est vraiment en train de shooter. Merci vraiment pour ce moment de qualité. On a parlé vraiment, c'était très émotionnel. Et vous êtes à Keene pour quelques jours. J'imagine des projets en vue, à part découvrir Kinshasa pour Ornella, mais il y a quand même des projets qui vont s'installer. Teams Family aujourd'hui, c'est devenu une marque quand même. Alors, parlez-nous rapidement. Qu'est-ce qu'on peut espérer voir dans quelques jours? Est-ce qu'il y aura des partenariats? Est-ce qu'il y aura des, je sais pas moi quoi? Dites-nous. On est venu à Keene. Donnez-nous l'exclusivité. On est venu d'abord à Keene pour prendre des contacts. On a pris des contacts avec des différentes bandes et en même temps, si on essaie de mettre en place une maison de production. On essaie même pas. On a une maison de production. Maintenant, on essaie de créer l'équipe idéale pour cette maison de production. Ok. Et comme vous là sur TikTok, Instagram, vous continuez à nous répéter que non, les Teams Family, vraiment, pourquoi vous ne faites pas une série? Là, on vous dit qu'il y aura une série. Hein. Voilà. Isoya. Une série spéciale de Teams Family. Spéciale des Teams Family. Ok. Mais on va vous donner les détails dès que tout sera signé, tout sera sur papier. Bam. Là, on vous donne les détails maintenant. Mais Isoya, Calamité, surtout, ça sera ici à Kinshasa que la série sera faite. Wow, super. Très bonne nouvelle en tout cas. On a hâte. On a très hâte de voir ça et on vous souhaite en tout cas que ça se produise et que ça se réalise. Ornella, et d'ailleurs j'ai vu t'as des talents d'actrice en tout cas sur YouTube, donc on a très hâte. En tout cas, merci énormément d'être venu, d'être passé nous voir. Merci à tous nos abonnés, vous qui nous regardez partout dans le monde. En tout cas, merci à vous. Continuez de partager, de commenter, de liker ce podcast et nous on va faire de notre mieux pour vous concocter des contenus de qualité comme d'habitude. Oui, tu as un dernier mot avant de pleurer. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça, mais j'ai envie de vous taper le fameux truc de salut aux 3 personnes. Tu vois les trucs de salut.
Libanga. Libanga, Putain, c'est on sait institutionnel. jamais. Ah, mais je sais pas, En moi. lingala en plus. Tu sais pas. Toi, t'as Non. beaucoup de. Oh, Frola, comme ça, franchement, non. Bon, Franco, Libanga. mais c'est exemple. Au bazar, là, qui donc au Borat. Bon. Là, ça a toujours été difficile. Hein, c'est... Un grand Libanga, mon gars. Hein? Prince d'Omoche. Voilà. C'est quoi ça, la Côte d'Ivoire. Grand Libanga à toi. Grand Libanga à mon équipe à Kinshasa. Fadi, Manassé, Cédric. Non, Borat, tu m'as barbouillé. Voilà. On va dire Bakrebima. Et un grand Libanga à ma belle-mère, hein, ma mère génie. Dans la rang, elle est là fort. Et un grand Libanga à mon père, papa me place aux Ali. Et un grand Libanga aussi. Tellement à l'aise. aux Antilles. Lui, c'est vraiment un quinoa, quoi. Un grand Libanga, la Moro Nzakomba. Papa Nzambe, merci beaucoup pour la vie santé que tu me donnes et la santé que tu me donnes là. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à On tous est ceux là qui. deux. On est là, les noms sont là. Ouais, mais non. Ah, ok. T'as inspiré des noms. Non, Voilà. bon, une petite dédicace à Léa, notre Community manager. community manager. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Un grand big up, grand big up, ma number one Ethan, mon bébé d'amour. Celui qui nous donne trop d'amour, trop de joie, qui nous suit dans nos délires de tous les jours. Zach, qui n'est pas là malheureusement. Et maman, toujours, number one. La famille. Yo, Boakinga. Match nul. Voilà, merci beaucoup, merci à tous, merci à Hugues Ngewasi derrière toutes les caméras et le son qui gère, merci à tous ceux qui nous aident à partager ce contenu. On se retrouve très rapidement, prochainement, avec un nouveau contenu, avec de nouveaux invités de qualité et surtout toujours sur la même chaîne Rage TV sur YouTube. À très vite.